J'ai été hospitalisé pour épuisement, mais personne de ma famille n'est venu me voir. Aucun coup de téléphone. Juste un texto de mon frère, « Salut, tu peux toujours payer ma mensualité de voiture ?» Alors j'ai arrêté de faire semblant d'avoir une famille. J'ai fait Cécédia. 3 jours plus tard, mon père m'a appelé en panique. « Bonjour, je m'appelle Aaron, j'ai 29 ans, je vis dans l'Oregon et je suis orthophoniste dans une école publique, ce qui signifie en gros que je passe toute ma journée entouré d'enfants qui toussent, de piles de paperasse et de parents qui savent tout ou ne se présentent pas du tout. Et non, les enfants ne toussent pas à cause de problèmes d'élocution, c'est l'automne, il fait froid, la moitié de la classe est malade et je partage une pièce avec l'infirmière scolaire, donc quelqu'un renifle toujours à 10 cm de mon visage. Après l'école, j'écris des plans de cours et j'essaie de ne pas m'endormir la tête la première dans un bol de nouilles réchauffées au micro-ondes. Alors, quand je dis que j'ai fini à l'hôpital à cause d'un burn-out, je ne le dis pas comme une métaphore, je me suis littéralement effondré dans le couloir au travail en emmenant un enfant de 5 ans à une thérapie de groupe. 1 minute, j'étais debout, la minute suivante, j'étais inconscient, en train de regarder une infirmière secouer la tête et dire « Chérie, si tu ne t'arrêtes pas, ton corps s'arrêtera pour toi. » Burn-out, stress aigu, déshydratation, manque de sommeil, appelez ça comme vous voulez, ce n'était pas dramatique, c'était juste moi portant une robe d'hôpital qui ne m'appartenait pas, sentant le bouillon, les mains tremblantes, fixant mon téléphone à travers des yeux larmoyants et réalisant que personne n'avait pris contact, pas d'appel manqué, pas de texto, ni de ma mère, ni de mon père, et certainement pas de mon frère Josh. Je leur avais même envoyé un texto des urgences, j'avais fait ça léger, j'avais dit salut, juste pour vous dire que je suis à l'hôpital, je me suis effondré à l'école. Ok, ils me donnent des fluides, juste fatigué, je vous aime. C'est tout, pas de drame. J'imaginais que quelqu'un appellerait ou au moins écrirait le tiens bon. Le groupe de discussion est resté silencieux comme une gare routière abandonnée la nuit. 3 heures plus tard, mon téléphone a vibré, j'ai même eu un petit espoir, peut-être maman, peut-être papa. Non, juste Josh, un seul emoji triste et ensuite, tu peux toujours payer la voiture? Non, est-ce que tu vas bien? Non, ça a l'air effrayant, juste la voiture, comme si mon effondrement en public était un malheureux contretemps dans son cycle de facturation mensuelle. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé, froidement et rapidement, comme si quelqu'un avait ouvert mes côtes et laissé le vent entrer. Je n'étais pas une sœur, j'étais un plan de paiement avec un pot. Le truc, c'est qu'on sait plus ou moins quand on se fait utiliser, mais tant qu'on ne le dit pas à voix haute ou qu'on ne l'admet pas à soi-même, on peut encore faire semblant. J'avais fait semblant et maintenant j'étais allongé inconscient, les yeux grands ouverts. J'en avais assez d'être la personne fiable, la personne forte, celle qui tient le coup. J'en avais assez d'être la source. Plus tard, l'infirmière est revenue et m'a demandé « Comment est votre douleur ?» Physiquement, peut-être un 3 sur 10, et émotionnellement, quelque part autour de tout brûlé. Elle est partie, j'ai fixé le plafond et j'ai commencé à comptabiliser mentalement tout ce que j'avais annulé cette année passée. Le week-end à la plage avec mes amis annulés, Josh avait besoin d'aide pour le loyer, de nouveaux pneus pour ma voiture reportée, maman a appelé ça une autre urgence financière familiale. Le deuxième emploi que j'ai repris le week-end, c'était pour aider à payer l'hypothèque, leur hypothèque. Je travaille le week-end dans un magasin de jouets du centre commercial en décembre. Si vous n'avez jamais été derrière une caisse pendant que des enfants fous de sucre hurlent et que des parents se disputent pour une réduction de 3 $, laissez-moi vous dire que ce n'est pas relaxant, c'est un effondrement émotionnel au ralenti. Pas une seule fois je ne me suis arrêté et je n'ai demandé, pourquoi suis-je le seul à avoir 2 emplois? Josh a 20 ans, il est physiquement en bonne santé, et émotionnellement stable, si on ne tient pas compte de sa dépendance à Fortnite et de son aversion totale pour l'emploi. Il a abandonné l'université en 2e année, a dit que ce n'était pas son chemin. Maman et papa ont juste hoché la tête comme bien sûr, va te trouver. Quand j'avais son âge, je travaillais à temps plein tout en terminant mes études supérieures, mais d'accord, il a besoin de temps pour découvrir son propre chemin. Maman n'a pas travaillé depuis environ une décennie, elle dit qu'elle a une sensibilité émotionnelle au lieu de travail toxique. Papa prend des petits boulots occasionnels, mais passe la plupart de son temps dans le garage à réparer des problèmes imaginaires et à râler contre la chute de la société. Ils ne sont pas handicapés, ils ne sont pas retraités, ils m'ont juste délégué la vie et je les ai laissés faire parce que je pensais que c'était ce que font les bonnes filles. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé mon studio, un petit canapé, un réfrigérateur qui bourdonne comme un moteur d'avion, une armoire pleine de nouilles instantanées. Ils savaient que j'étais à l'hôpital, ils s'en fichaient. J'ai passé 3 jours à l'hôpital juste allongé là et pour la première fois depuis des années,
j'ai commencé à me sentir à nouveau comme une personne. Mentalement, physiquement, pas de préparation de cours, pas de crise de colère, pas d'enfants de 5 ans léchant la moquette pendant que j'essaie d'expliquer ce qu'est une syllabe, pas de pression constante de leurs parents non plus. C'était comme si quelqu'un avait coupé le courant et que j'avais enfin cessé de tressaillir. Le 4e jour, une infirmière est entrée avec mes papiers de sortie. Elle m'a fait ce sourire doux et fatigué que j'avais appris à reconnaître et m'a dit « Essayez de vous reposer, pas de travail pendant au moins une semaine, ordre du médecin. » J'ai hoché la tête. Je ne lui ai pas dit que j'avais déjà reçu un email de mon travail d'appoint me demandant pourquoi j'avais manqué un quart de travail ou que je m'inquiétais toujours de savoir si je pourrais me permettre les ordonnances avec lesquelles ils m'ont renvoyé chez moi. Pendant ces 3 jours, mon téléphone s'est illuminé avec 11 messages de ma famille. Pas un seul n'a dit « Comment vas-tu » ou « Nous sommes inquiets », juste des rappels. Rendez-vous de dette de papa, n'oubliez pas l'hypothèque et quelques heures plus tard, la facture est arrivée, à payer vendredi de maman, il y a un pull mignon en vente, pouvez-vous m'envoyer $50 et le lendemain, vous vous souvenez où vous avez acheté ce mixeur? Le nôtre est cassé, pouvez-vous envoyer un lien, de Josh, une demande Venmo qui disait le bénis-toi, ma sœur et un emoji qui rit. Ensuite, un autre, maman a dit tu ne réponds pas, tu vas bien? Envoie-le juste si tu es occupé au point. Et quelques autocollants et même de plus, de vrais même. Il savait que j'étais à l'hôpital et les seules choses auxquelles il pouvait penser à m'envoyer étaient des factures, des mixeurs et des pulls, plus un emoji triste. Je n'ai pas pleuré, j'ai ri à voix haute dans le couloir, un de ces rires secs et grinçants qui commencent au fond de votre poitrine et qui sonnent presque dérangés. L'infirmière s'est retournée pour regarder, je lui ai fait un signe de la main. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas appelé, je n'ai pas essayé d'expliquer ou de discuter. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'application Notes sur mon téléphone et j'ai tapé une phrase, « Ils ne m'aiment pas, ils dépendent de moi ». Puis je me suis recroquevillé sur le matelas d'hôpital rigide et j'ai pleuré, peut-être à cause de l'épuisement, peut-être à cause de ce chagrin aigu et lancinant que vous ne ressentez que lorsque vous réalisez que quelque chose que vous espérez depuis toujours, comme une famille qui vous aime sincèrement, n'existe tout simplement pas et n'a jamais existé. C'était le moment de la fin. J'ai pris une décision. Je suis rentré chez moi épuisé, des valises sous les yeux, un sac d'ordonnances à la main et une longue liste du médecin de choses que je n'étais absolument pas censé faire. Le frigo bourdonnait comme une vieille machine à laver. Normalement, ça me rend fou, mais ce soir-là, le bruit bas et régulier était en fait réconfortant parce qu'il était à moi et contrairement à tout le reste, il ne voulait rien de moi. Mon téléphone, par contre, n'arrêtait pas de vibrer, messages, factures, rappels, business as usual. J'ai fait du café, je me suis assis près de la fenêtre et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, je me suis juste assis, je n'ai rien fait. Enfin, pas rien, mon esprit n'arrêtait pas de tourner. J'ai commencé à penser à quelque chose que ma mère m'avait dit quand j'avais 10 ans. Josh s'était réveillé au milieu de la nuit en pleurant. Maman est entrée dans ma chambre et a dit « Aaron, chéri, sois gentil et berce-le un peu, maman a une migraine, mais tu es le grand, tu gères ça. » Je me souviens m'être senti bizarrement flatté, j'étais le grand, je pouvais gérer ça. Cette phrase est restée collée, est devenue la bande sonore de mon enfance. À 11 ans, c'était moi qui mettais Josh au lit tous les soirs. Mes parents allaient faire des courses ou prendre un dîner rapide, ce qui se transformait parfois en minuit. Josh criait après maman, je le tenais dans mon pyjama en pleurant silencieusement tout en essayant de le calmer, mais j'étais le grand, non. Je gérais ça. À 13 ans, j'allais le chercher à la garderie, je le ramenais à la maison, je lui faisais des macaronis au fromage parce que maman est trop fatiguée et que le cerveau de papa est frit par le travail. Josh n'avait pas encore de devoirs, mais je devais lui faire la lecture. C'est bon pour le développement, ils appelaient ça aider, mais aider, c'est quelque chose qu'on peut refuser et je n'ai jamais eu cette option. Si je disais j'ai des devoirs, il répondait tes devoirs peuvent attendre, Josh a besoin de toi, il n'a que nous. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai toujours fait partie de ce nous, jamais l'enfant qui avait aussi besoin d'attention. Je me souviens avoir eu 14 ans, avoir été invité à l'anniversaire d'un ami, bowling, pizza, j'étais tellement excité que mes parents ont même dit oui. Puis, ce matin-là, maman a dit regarde Josh, il a de la fièvre, tu ne me laisserais pas seul avec un enfant malade, si? Et juste comme ça, je suis resté à la maison. Plus tard, j'ai regardé les photos d'anniversaire être mises en ligne pendant que Josh me criait dessus parce que la soupe était trop chaude. Ce n'était pas de sa faute, il n'était qu'un enfant, mais moi aussi. Personne ne semblait le remarquer. Essayant de me vider la tête,
j'ai commencé à nettoyer mon appartement, à désencombrer et j'ai trouvé cette vieille boîte de choses d'enfance, des photos, des dessins, quelques petites choses que j'avais gardées. Une photo m'a glacé le sang. Moi, 10 ans, à genoux sur le sol de la cuisine avec un chiffon à la main. Je me suis souvenu de ce jour précis. Maman a dit que des invités allaient venir, Josh faisait une sieste donc je ne pouvais pas passer l'aspirateur, je l'aurais réveillé. Il est parti se préparer, papa était dans le garage et moi je frottais les sols en chaussettes, les mains à vif. Tu es le grand, tu comprends. À un moment donné, j'ai même demandé, pourquoi Josh n'aide pas à nettoyer? Maman a cligné des yeux et a dit, c'est un garçon et il est plus jeune, tu ne comprends pas? Des années plus tard, quand Josh a abandonné l'université, j'ai payé le reste de ses frais de dortoir, je leur ai dit que c'était la dernière fois. Un mois plus tard, maman a envoyé un texto où il veut suivre un cours de design, c'est seulement $300, tu pourrais? Et oui, j'ai payé ça aussi. J'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire, que mes parents étaient juste fatigués, qu'ils avaient du mal avec la vie, qu'ils avaient besoin de soutien, que si je tenais tout ensemble assez longtemps, si je restais serviable, désintéressé et gentil, un jour ils finiraient par le dire, nous sommes fiers de toi. Ils ne l'ont jamais fait. Ce que j'ai eu à la place, tu travailles encore, tu es si fort, tu as la stabilité, nous, non. Les choses sont faciles pour toi, Josh a plus de mal. Parfois, j'essayais de faire allusion au fait que j'étais fatigué, que ça devenait trop, mais à chaque fois, la conversation se transformait en le même voyage de culpabilité prévisible. Alors, tu vas juste nous abandonner maintenant? Tu es dramatique, ingrat, c'est ce que tu es. Nous t'avons élevé et maintenant tu ne peux même pas aider. Alors je me taisais, je continuais à travailler jusqu'à l'hôpital. Allongé là, branché, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas permis d'admettre depuis des années. Je n'étais pas obligé de porter tout ça. J'ai sorti un carnet et j'ai commencé à écrire, juste pour ne pas oublier combien je leur envoyais chaque mois, quelles factures je couvrais, quelles choses j'achetais, combien de fois j'ai dit non à moi-même, à ma vie, à mes besoins, juste pour les garder à l'aise. Au moment où j'ai fini cette liste, ça m'a frappé. J'aurais pu vivre dans un appartement décent, j'aurais pu prendre de vraies vacances, j'aurais pu, je ne sais pas, vivre comme un être humain normal. Au lieu de ça, j'ai tout donné et la seule chose que j'ai reçue en retour était « tu peux envoyer un peu plus ». Pas cette fois. J'en avais assez de faire semblant qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, de les laisser me vider comme un distributeur automatique sans fond et certainement assez de payer pour la putain de voiture de Josh. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sans arrêt. J'ai fini par le prendre, 23 messages non lus. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à lire. Je n'avais pas répondu, donc le ton changeait rapidement. Au début, il faisait semblant d'être inquiet. Maman a écrit « Chérie, comment vas-tu? Je suis inquiète, envoie-moi un texto s'il te plaît. » Presque doux, presque réel. Quelques heures plus tard, on a reçu la facture d'électricité, peux-tu envoyer le paiement d'ici vendredi, sinon on va avoir des frais? Il y avait de l'amour maternel dans un texto sur deux. Josh, comme d'habitude, est passé en mode drame complet. Et bonjour, tu es vivant. Puis, juste après, si tu meurs, pourrais-tu quand même payer ma voiture? Oh et puis non, sérieusement, j'en ai besoin avant après-demain. Environ une demi-heure plus tard, un court et irrité de papa, Aaron, où es-tu? Ta mère est inquiète, tu n'as pas de décence? J'ai arrêté de lire après ça, je devais protéger ma santé mentale. J'ai éteint le téléphone et j'ai essayé de dormir. Ça ne s'est pas bien passé. Mes pensées m'ont tenu éveillé, lourde et tourbillonnante. Je me suis réveillé avec un mal de tête à fendre le crâne et des yeux qui ressemblaient à du papier de verre. J'ai juste fixé l'écran sombre de mon téléphone, resté silencieux toute la nuit. Finalement, je l'ai allumé juste au cas où quelque chose serait urgent. Il a sonné immédiatement, fort et exigeant. Je n'ai pas répondu. Quelques secondes se sont écoulées, il a sonné encore et encore et encore. Ils ne se sont pas souciés de moi quand j'étais dans un vrai hôpital. Ils ne se sont pas souciés quand j'ai envoyé un texto que je suis sous perfusion. Mais maintenant que je m'étais tu, maintenant ils paniquaient parce que le silence était dangereux. Le silence signifiait un risque, le silence signifiait que la source pouvait enfin se tarir. Les appels ont commencé à alterner avec les textos. Le dernier de papa disait « Aaron, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi ne réponds-tu pas? Tu n'as pas oublié l'hypothèque, n'est-ce pas? Elle est du jeudi.
Et c'était le moment où j'ai finalement fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je me suis assis et j'ai envoyé un texto à papa, court et direct. Je ne peux pas aider ce mois-ci. J'ai mes propres dépenses. 30 secondes plus tard, la scène, puis le silence. Un long silence lourd et puis boum, le déluge. Qu'est-ce que tu veux dire par « je ne peux pas » ? C'est juste un virement. Tu sais à quel point c'est dur pour nous. Tu abandonnes ta famille. On comptait sur toi. Eh bien, tellement égoïste. Tu ne te souviens pas de tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai lu chacun d'entre eux et j'ai senti quelque chose se durcir en moi, comme si j'avais été de l'argile molle pendant des années, malléable, chaude, serviable et soudainement, j'étais du béton. Indéformable, incassable. Je n'ai plus pleuré. Je savais juste que je n'étais plus à leur merci. J'ai tapé une dernière réponse « Je ne vous dois rien » et j'ai appuyé sur envoyer. Puis, j'ai éteint mon téléphone. Pas de drame, pas d'explosion, juste éteint. J'ai attrapé mon manteau et je suis sorti. Pas de plan, pas de destination, juste de l'air. Finalement, j'ai fini dans un petit magasin d'articles pour la maison près de mon appartement, un de ces endroits devant lesquels je passais toujours en pensant au plus tard, après le jour de paix, après avoir couvert leurs factures, après que Josh ait repris sa vie en main, après. Mais cette fois, pas de plus tard. J'ai pris une grande tasse en céramique, vert foncé, à parois épaisses avec un bord doré, lourde dans mes mains. Je l'ai vue et j'ai pensé « je mérite de boire dans une bonne tasse, pas une ébréchée de la cuisine de mes parents, pas un cadeau d'une conférence. Une vraie tasse pour moi parce que je la veux. » Puis je suis entré dans une bijouterie. Des boucles d'oreilles simples en argent, pas de pierres précieuses, pas de flash, juste des lignes épurées. Je les ai mises et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti jolie, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. Ce n'était pas de la thérapie par le shopping, ce n'était pas du shopping de vengeance, c'était un retour à moi-même. Quand je suis rentré, j'ai rallumé mon téléphone. Je me sentais enfin prêt à regarder les nouveaux messages. 22 appels manqués, 8 messages vocaux, des emails, des voyages de culpabilité, des menaces, des blagues qui n'étaient pas drôles, de la pression déguisée en inquiétude. Papa, tu n'as aucune idée de ce que ça nous fait. Maman, je pensais que tu étais meilleur que ça, j'avais tort. Josh a juste envoyé un message waouh, sérieusement, tu nous coupes vraiment les vivres? Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai sorti mon carnet et j'ai ouvert cette page, celle avec tous les chiffres, tout ce que j'avais payé, quand, pourquoi et pour qui. Hypothèque pour mes parents, facture de service public, assurance, la voiture de Josh, ses cours en ligne, les cadeaux de Noël, les dîners, leurs urgences. J'ai tout additionné à nouveau. Au cours des 3 dernières années, j'aurais pu acheter une voiture d'occasion ou verser un acompte sur un logement à moi. Et puis, au bas de la liste, j'ai écrit à partir de ce mois-ci, 0 une grosse majuscule audacieuse. Puis, j'ai expiré. Après tous ces appels et messages que j'ai ignorés, il y a enfin eu le silence. Pendant 2 jours entiers, mon téléphone n'a pas vibré une seule fois. Pas de rappel de facture, pas de texto passif-agressif, pas de spam d'autocollant dans le groupe de discussion familiale, juste la paix et honnêtement, c'était glorieux. J'ai même commencé à me demander si peut-être ils avaient compris, peut-être qu'ils avaient enfin compris, peut-être qu'ils me laissaient de l'espace. Ouais, c'est ça. Le 3e jour, mon père a appelé. Il n'appelle jamais, généralement, ce sont juste des textos rapides, sans fioriture, mais cette fois, ça sonne. Je n'ai pas décroché. 10 secondes plus tard, un message est apparu. Décroche. Urgent. Maman ne va pas bien. Mon estomac s'est noué. Le téléphone a sonné à nouveau, j'ai répondu. Aaron, enfin, a-t-il dit, la voix tremblante. Je ne sais pas comment te dire ça. Ta mère a eu un mauvais épisode ce matin. On a appelé une ambulance. Le médecin a dit que c'était lié au stress. Sa tension artérielle a grimpé, son cœur, elle pouvait à peine respirer. On était terrifiés. Je suis resté silencieux. C'est à cause de toi, a-t-il ajouté plus doucement. Elle était tellement inquiète. Tu as disparu, tu ne répondais pas. On ne savait pas ce qui se passait. Il pensait qu'elle t'avait perdu, que tu t'étais éloigné de nous. On t'aime tellement. J'ai eu envie de dire où étiez-vous quand j'étais à l'hôpital, mais il ne m'en a pas donné la chance. Elle ne va toujours pas bien, a-t-il murmuré. Elle est pâle,
dit qu'elle a mal à la poitrine. Je ne sais pas si tu veux la voir vivante. S'il te plaît, viens lui dire que tu n'es pas en colère, dis-lui que tu n'es pas parti. Puis il a raccroché. J'ai laissé tomber le téléphone sur le lit et j'ai commencé à enfiler des vêtements. Ma tête tournait. Cette phrase a résonné dans mes oreilles. Si tu veux la voir vivante. Maman avait toujours été la fragile, toujours quelque chose, la tension artérielle, des migraines, des symptômes mystérieux et je l'ai toujours cru. Et si cette fois, c'était réel? Hôpital à la maison. Je n'ai pas posé de questions, j'ai juste conduit. Il m'attendait à la porte. Papa a ouvert lui-même, comme s'il attendait. Maman était au lit, dans une pièce sombre avec les rideaux tirés. Ça sentait le médicament et quelque chose d'aigre. Elle avait l'air fatiguée, petite, comme si elle avait traversé quelque chose. Parlant à peine, Josh était assis au bord du lit, calme, sérieux, jouant le fils dévoué. Maman a levé les yeux et a murmuré « Aaron, je suis si contente que tu sois venu. » Je me suis assis à côté d'elle et j'ai tenu sa main. Mes yeux brûlaient. Peu importe ce qui se passe, c'est toujours ma mère et on dirait qu'il s'est vraiment passé quelque chose. A-t-elle murmuré, j'ai eu tellement peur. J'ai fait un rêve que tu nous quittais. Je n'ai rien dit. Je suis désolé si nous avons été injustes envers toi, a-t-elle dit. Ce n'était pas par méchanceté. On t'aime tellement. Quand tu as arrêté de répondre, c'était terrifiant. Tout semblait si crédible, trop crédible. J'ai commencé à remettre tout en question. Peut-être avais-je réagi de manière excessive? Pendant les quelques jours suivants, je suis venu tous les soirs, j'ai aidé à la maison, j'ai fait les courses. Maman est restée au lit et tout le monde parlait à voix basse. Parfois, elle se levait, mais pas longtemps. Elle disait qu'elle se sentait étourdie. Je lui ai acheté une nouvelle couverture, douce, grise comme un nuage, quelque chose de confortable, quelque chose de bien. Puis je lui ai commandé des chaussons moelleux. Je voulais prendre soin d'elle, faire quelque chose de gentil. Personne n'a posé de questions sur l'argent, mais maman a mentionné incidemment que les nouveaux médicaments sont chers, l'assurance ne couvre pas tout, mais ça va, on se débrouillera. J'ai envoyé $120 pour les médicaments. Papa a dit merci. J'espère qu'elle ira mieux bientôt. Quelques jours plus tard, la machine à laver est tombée en panne. Maman a dit, à peine plus qu'un murmure, je ne sais pas comment on va faire la lessive maintenant. Alors j'ai envoyé $400 pour une nouvelle. Juste comme ça, j'étais de retour dans mon ancien rôle, serviable, pratique, tout semblait presque normal à nouveau, juste plus calme, plus tendu. Puis, un soir alors que je faisais la vaisselle dans leur cuisine, je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Pourquoi n'êtes-vous pas venu quand j'étais à l'hôpital, ai-je demandé. Vous ne m'avez même pas envoyé de texto. J'ai attendu. Maman a baissé les yeux, n'a pas dit un mot. Papa est entré dans la pièce. Je me suis tordu la cheville, a-t-il dit. Vraiment mal, je ne pouvais pas marcher et ta mère ne pouvait pas me laisser seule. On était inquiets, vraiment. C'était juste la situation. Tu comprends, non? Ouais, je comprenais. J'avais compris toute ma vie et le lendemain, tout s'est effondré. Je me suis arrêté à la boulangerie près de mon appartement pour acheter des petits pains. En sortant, j'ai croisé Madame Parker, la voisine du dessus de mes parents. Maman avait l'habitude de discuter avec elle tout le temps. Elle m'a souri comme toujours, a commencé à bavarder. Je lui ai souri en retour, j'ai hoché la tête poliment. Puis elle a demandé « Alors, comment va ta mère ?» Elle va mieux, ai-je dit avec un sourire doux. Elle a levé un sourcil. Oh, elle était malade. J'ai figé, espérant que ce n'était rien de grave. Elle a continué avant que je puisse répondre. C'est drôle, pourtant, je l'ai vue vendredi dernier. Elle avait l'air bien, toute brillante et gaie. On s'est croisés près de l'allée du maquillage. Je lui ai demandé si elle avait une occasion spéciale et elle a juste ri et a dit enfin une journée de congé pour moi et maintenant elle est malade. J'ai cligné des yeux. Vendredi, ai-je demandé. Le soir. Oui, vers 18h. L'endroit était bondé. Vendredi, le jour même où elle était censée avoir un épisode grave, le jour où je me suis précipité chez eux et me suis assis à côté de son lit pendant qu'elle serrait sa poitrine et murmurait comme si elle était sur son lit de mort, faible, parlant à peine. Je suis parti vers 17h. Elle s'est levée, s'est changée et est allée faire du shopping en ville.
J'ai conduit directement chez mes parents. Peut-être que Madame Parker s'est trompée de jour, peut-être qu'elle a confondu ma mère avec quelqu'un d'autre, peut-être que ce n'était qu'une coïncidence. Il n'aurait pas pu faire quelque chose d'aussi bas, d'aussi manipulateur. Je me suis présenté comme d'habitude, je n'ai pas dit un mot, j'ai agi comme si tout allait bien. Ce soir-là, pendant que je rangeais la vaisselle dans la cuisine, j'ai entendu Josh parler au téléphone dans sa chambre. Ouf, c'était juste. Je pensais vraiment qu'elle allait nous couper les vivres, a-t-il ri. Mais non, elle est revenue. Maman aurait dû faire du théâtre, sérieusement. Même moi, j'y ai cru. On a réussi comme dans un film. Je me suis arrêté, je suis resté là dans le couloir à écouter mon frère, celui que j'ai bercé pour qu'il s'endorme quand il était bébé, se moquer de moi, rire de la facilité avec laquelle il était de me ramener. Des poissons morts, tous complices. Une performance, une mise en scène. Moi, de retour dans mon rôle habituel, fournisseur, réparateur, la bonne fille avec le portefeuille ouvert. Josh a dû sentir mon regard. Il s'est retourné et m'a vu debout dans le couloir. Son visage a rougi. Aaron, a-t-il murmuré, quoi de neuf? Je l'ai regardé, je n'ai pas dit un mot. Il n'y avait plus rien à dire. Je suis passé devant lui, j'ai pris mon sac, j'ai mis mon manteau. Dites à maman et papa, ai-je dit calmement, ils ont vraiment bien vendu ça. Bon travail. Puis j'ai ouvert la porte et je suis sorti. Dehors, il faisait glacial, venteux, peut-être même pleuvait-il. Je ne me souviens pas. Je n'ai rien ressenti. Je ne pleurais pas. Quelque chose à l'intérieur de moi s'était enfin tu. Quelque chose d'autre s'était enfin réveillé. Ça fait 6 mois. J'ai un nouvel appartement maintenant, petit, mais il a des fenêtres qui donnent sur le parc. Le matin, j'entends les oiseaux, le soir, je sens l'odeur du café frais de la boulangerie en bas. Parfois, je me réveille et je n'arrive pas à identifier ce que je ressens, cette étrange légèreté, ce calme. Même en respirant, puis je me souviens, c'est la paix. Je ne dois plus rien à personne. Je vis ma vie. Je ne travaille pas le week-end, j'ai à nouveau des loisirs. Je lis de vrais livres maintenant, pas des feuilles de travail, pas des guides de thérapie, de vrais romans. J'ai rejoint une piscine, je me suis acheté un nouveau canapé, pas parce qu'il était en solde, mais parce qu'il était doux et beau. Pour Noël, je suis allé à Seattle, juste parce que je voulais y aller. Je n'ai plus de famille, mais je m'ai moi-même et il s'avère que c'est plus qu'assez. J'ai aussi des amis maintenant, les vrais, ceux qui ne jugeaient pas, ne culpabilisaient pas, ne m'ont pas frappé avec le bien, c'est peut-être plus compliqué que ça, on boit du café ensemble, on s'envoie des textos le soir, parfois on reste assis en silence et c'est suffisant. Ils ne demandent pas, ne manipulent pas, ne gardent pas le score. Et ma famille, eh bien, disons que couper l'alimentation a déclenché une légère apocalypse. Josh, le pauvre, a dû dire adieu à sa voiture. La banque l'a reprise quand ils ont réalisé qu'il n'avait ni emploi ni cerveau. Il n'a toujours pas trouvé son chemin, d'ailleurs. Les projets de papa en freelance se sont comme par magie évanouis. Il s'avère qu'il regardait juste YouTube dans le garage pendant tout ce temps. Je suppose que l'univers en a finalement eu marre de faire semblant que ça comptait comme du travail et ma mère, elle a fait un retour courageux de son année sabbatique de décennie à être trop sensible émotionnellement pour les environnements de bureau et s'est rendue au bureau de placement. La dernière fois que j'ai entendu parler, elle cherchait toujours un emploi qui lui permette de faire la grasse matinée et d'être entourée uniquement de personnes gentilles. Ils ont dû vendre la maison, ne pouvaient pas se permettre l'hypothèque. Maintenant, ils vivent tous ensemble dans un appartement exigu d'une chambre à l'autre bout de la ville. La rumeur dit qu'il parle encore de ma trahison au dîner, s'excuse, bien sûr, pas, cela exigerait une conscience de soi. Il est beaucoup plus facile de me dépeindre comme la fille ingrate qui a détruit leur petit arrangement douillet. Ils ont même essayé de rallier la famille élargie, ont envoyé leur petite campagne de relations publiques par email, des appels, des histoires larmoyantes dramatiques. Elle a abandonné sa mère qui a failli mourir de chagrin après tout ce que nous avons fait pour elle. Je pensais qu'Aaron était la personne responsable, il s'avère qu'elle est juste égoïste. J'ai reçu des textos et des appels de cousins à qui je n'ai pas parlé depuis des années, de grands-tantes, de parents au hasard qui se souvenaient à peine de mon anniversaire. Comment as-tu pu faire ça à ta mère? As-tu vraiment abandonné tes parents comme ça? J'ai toujours pensé que tu étais la personne mature, je suppose que nous avions tort. Chaque message était comme une petite écharpe sous ma peau.
Au début, je les ai ignorés, puis je me suis fâché. Pas une colère explosive, pas une colère affichée en ligne, une colère stratégique. J'ai ouvert Google Drive, j'ai créé un dossier, je l'ai nommé pour tous ceux qui sont concernés. À l'intérieur, j'ai téléchargé mes relevés bancaires des 3 dernières années, des captures d'écran des virements à maman, à papa, à Josh, des captures d'écran de messages textes, maman disant « Tu ne veux pas qu'on soit assis dans le noir, n'est-ce pas ?» Josh suppliant « Si tu n'aides pas, je vais être mis à la porte. » Papa me rappelant « L'hypothèque est due bientôt. » J'ai ajouté un fichier spécial, un message de ma mère me remerciant d'avoir couvert le cours de thérapie de Josh, qui s'est avéré être un abonnement à une plateforme de jeux en ligne. Ensuite, j'ai envoyé le dossier à tous ceux qui me sont tombés dessus. Pas de drame, pas d'insulte, juste une ligne qui disait « Avant de juger, voici un peu de ce qui se passait en coulisses. » Certaines personnes se sont excusées, certaines ont disparu, quelques-unes ont redoublé d'efforts avec le classique « Mais c'est ta famille, tu ne peux pas simplement t'éloigner de ta famille. » Ouais, eh bien, il s'avère que la famille ne sont pas les personnes qui vous ont donné naissance, ce sont les personnes qui ne vous traitent pas comme une batterie humaine pour leur vie. Je ne suis pas amer, je ne suis pas brisé, je guéris parce que parfois, la seule façon de devenir soi-même est de se libérer du rôle dans lequel ils vous ont poussé quand vous étiez enfant. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Qu'en pensez-vous? Ai-je bien fait? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous si vous aimez les histoires comme celle-ci.